Attends, mais tu les sors d'où ces punchlines? Ça, c'est vraiment une phrase récurrente que j'entends au moins une fois par mois dans mes cours du tremplin, le premier programme de lecture intelligente que j'ai créé et qui a aidé des dizaines de lecteurs à accomplir leur vie intellectuelle rêvée, donc passer des concours, écrire des livres, retrouver le goût de lire. Et ce qui est super intéressant, c'est que parfois ces punchlines, j'en fais vraiment le centre d'un cours. Et c'est des phrases très peu connues de vrais génies, de vrais grands penseurs, Michel Foucault, on a du Francis Bacon, qui parlent très exactement de ce qu'on fait en lecture intelligente. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, et parce qu'ils font, moi, à mes élèves, et en tout cas dans mon passé, ils ont fait gagner énormément de temps et énormément de compréhension dans la manière que vous devriez lire, à mon sens, pour lire intelligemment. Commençons par la première qui, à mon sens, pourrait à elle seule résumer ce qu'on appelle la lecture intelligente. C'est Francis Bacon qui nous l'a dit et qui dit simplement « Certains livres doivent être goûtés, d'autres dévorés, mais seuls quelques-uns doivent être mâchés et digérés. » Ce que cette phrase signifie, et qui est vraiment un des piliers dans ma méthode de lecture intelligente, celle que j'enseigne, c'est la logique selon laquelle vous ne devez jamais lire uniformément. Ou plutôt, de manière plus simple, le livre que vous allez lire conditionne la manière dont vous allez le lire. Alors, ça peut sembler un petit peu logique dit comme ça, mais très probablement, en tout cas c'est ce que je vois moi dans les cours du tremplin, c'est que la plupart des personnes qui souhaitent améliorer leur manière de lire, pour lire plus efficacement, etc., ont tendance à avoir une lecture qu'on appelle uniforme, une lecture plutôt homogène, qui ne va pas vraiment varier en fonction du type de livre qu'ils vont lire. Et ce que nous dit Bacon ici, c'est que, très précisément, si certains livres doivent être simplement goûtés, c'est-à-dire découverts par certains de leurs pans les plus intéressants à vos yeux, et dans un certain sens, vous devez un petit peu en laisser de côté le reste, vous goûtez simplement une part du gâteau, mais le reste, pas tout simplement parce que vous n'avez pas forcément très faim ou que ça ne vous intéresse pas trop, et tout simplement vous allez accepter de passer rapidement dessus, donc en fait, métaphoriquement, de le sauter quand vous allez être pendant la lecture, ça c'est un certain type de livre. D'un autre côté, il existe d'autres livres qui méritent d'être dévorés en entier, des livres de poésie, des romans, etc., parce que leur structure interne, chronologique souvent, chronologique au sens où vous n'allez pas pouvoir lire le 18e chapitre d'un roman des Misérables de la même manière ou en prenant le même plaisir si vous n'avez pas lu les 17 chapitres précédents. Donc on voit qu'il y a une logique inhérente et un petit peu obligatoire de lecture dans les passages précédents. Mais à l'inverse, seuls quelques-uns doivent être mâchés et digérés. Et donc là, ce que nous fait sentir Bacon, c'est que c'est pas seulement que la lecture doit se différencier, mais c'est qu'en plus, elle doit avoir des fondements différents en fonction du livre que vous allez aborder. Et ça, c'est absolument génial et c'est un pilier fondamental qui explique pourquoi cette méthode de lecture intelligente fonctionne très bien. C'est qu'en fait, si on prend une métaphore, vous ne pouvez pas vraiment aborder, je sais pas moi, le Mont Blanc comme vous devriez aborder, comme on l'a vu récemment avec Inoxtag, l'Himalaya, comme vous ne pouvez pas aborder la même chose, mais genre sur un trek de montagne où en fait les routes sont sinueuses. Les livres ont un relief, ont une géographie, presque une topographie totalement différente. Les concepts de topographie, de heatmap, moi c'est des trucs que j'aime bien intégrer dans mes cours parce qu'ils traduisent visuellement le fait qu'un livre n'est pas linéaire et qu'il a des passages plus importants que d'autres à vos yeux, qu'il a des passages qui vont vous ennuyer, qu'il a des passages profondément chiants pour vous et que seulement par une approche réfléchie, seulement par une méthode qu'on apprend à construire, eh bien on est capable de tirer le suc et uniquement le suc de nos lectures et donc, d'une certaine manière, de maximiser notre plaisir, d'éviter de nous en dégoûter, d'éviter de perdre du temps sur des passages qui nous intéressent peu, d'apprendre à mieux mémoriser, d'apprendre à lire plus, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant que ce soit Bacon qui nous en parle, parce qu'on parle quand même d'un penseur fondamental à la fois en économie mais aussi en philosophie, et qui montre qu'il y a dans cette métaphore du goût, parce qu'il parle bien de goûter, de dévorer, il a toute une métaphore gustative d'une certaine manière, il y a un petit peu cette logique quasi similaire à savoir apprécier les bons vins, à savoir, comme moi je le dis souvent, certains classiques ne doivent pas être lus à un âge relativement jeune. Par exemple, je ne vois pas l'intérêt pour moi de lire l'entièreté de la recherche du temps perdu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que
bah, peut-être que mon esprit, peut-être que mes goûts, peut-être que mes expériences ne sont pas encore adaptées pour vraiment tirer un profit en termes de plaisir, tirer une vraie compréhension, une vraie immersion dans Proust. C'est ce que j'ai essayé, et c'est ce qui fait, notamment à mon sens, que dans l'éducation nationale, beaucoup des choix de lecture ont pu fondamentalement dégoûter énormément de lecteurs, et c'est pour ça qu'il est important d'appliquer cette maxime de Francis Bacon. Et en enchaînant sur la deuxième, vous allez voir comment le pont s'est fait en fait assez parfaitement grâce à la beauté du paradoxe, c'est que celle-ci, on la doit à Mark Twain. Mark Twain qui nous dit « Un livre classique, c'est un livre dont les gens font l'éloge et qu'ils ne lisent jamais ». Ça, c'est absolument génial parce que de mon expérience, et surtout à la fois enfin, en ayant passé en prépa, en ayant voulu passer l'ENA, en étant allé à HEC, etc., je vois à quel point tout le prisme culturel, toute le symbole du livre est lourd, est profondément lourd, et la notion de classique, moi, j'en suis un petit peu critique, et de plus en plus dans mes cours, notamment quand j'ai certaines personnes qui veulent développer une culture, développer leurs connaissances, leur culture générale, ou de manière générale, pouvoir avoir les bases dans la littérature française, la littérature anglaise, la philosophie, l'histoire, etc. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Mark Twain pointe ceci. Il pointe la notion de notoriété sans véritable connaissance, sans véritable expérience. On nous balance que vous devriez lire, par définition, Madame Bovary. Vous devriez lire Les Rougon-Macquart, La Comédie humaine. Vous devriez lire La Princesse de Clèves. Certes, ce sont de grandes œuvres. Ce sont des œuvres d'une beauté, d'une interprétation qui n'en finira jamais. C'est à mon sens la définition d'un classique. Une définition un petit peu nietzschéenne, mais qui fonctionne très bien en ce sens que chaque relecture appelle une nouvelle découverte à l'intérieur du livre. Et c'est ça qui définit un classique. C'est cette espèce d'inépuisable capacité d'interprétation et de richesse. À l'inverse, ce que montre Mark Twain, et ce à quoi, c'est pour ça que je le mentionne très souvent dans mes cours, c'est que il y a toute une notion de conformité culturelle aujourd'hui dans la définition d'un classique. Quand on prononce, comme j'ai pu le faire, le terme Les Misérables, quand on prononce À la recherche du temps perdu, quand on prononce Dostoïevski, etc., on invoque des symboles, on invoque des connaissances données à une certaine classe, et que parfois, tristement, souvent, une certaine classe peut permettre de dire « bah oui, j'en tire vraiment un plaisir parce qu'elle a les codes ». Parce que moi, c'est ce que j'ai découvert, si vous avez vu mon autre vidéo où je vous parle un peu de mon entrée en prépa, etc., jusqu'à HEC, c'est que j'ai rencontré ça. Et je ne peux pas dire avec honnêteté, même si maintenant je l'ai lu et que j'en comprends un petit peu plus la richesse, etc., mais qu'en lisant du Charles Péguy, qu'en lisant du Proust, qu'en lisant du Deleuze, mais surtout, je sais pas moi, du André Gide, je ne peux pas dire que j'ai pris un vrai plaisir à 15 ans quand on me l'a posé et qu'on m'a dit ça, faut absolument que tu lises. Non, 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 non. Et je me battrai à vie contre cette idée selon laquelle il est des livres que vous devriez absolument, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, lire. Parce que ça, à mon sens, c'est dans mon passé et dans les gens que je rencontre, dans les grands lecteurs que je rencontre dans mes cours, c'est des choses qui ont pu détruire pendant des années l'appétit profond qu'on peut avoir pour la connaissance à travers la lecture. Mesdames et messieurs, faites très attention à ça et n'écoutez jamais quand on vous dit voilà, il faut lire ce truc-là. Ayez toujours un petit doute. Et c'est moi qui vous le dis, hein, quand je vous fais des recommandations de bouquins, à chaque fois je vous dis ça, c'est un classique, etc. Donc faites attention à ça, et même moi parfois j'en suis victime, et je m'en excuse si parfois je peux être un peu trop pushy sur des livres. Ayez toujours la capacité de critiquer ce que je dis, et en tant que lecteur, vous en sortirez toujours grandi. Celle-ci, elle est géniale. Pourquoi ? Parce qu'elle me permet aujourd'hui de faire la scission entre d'un côté lecture intelligente et d'un autre côté lecture rapide. Cette phrase, j'ai jamais trouvé son auteur, mais je l'ai vue passer dans un bouquin, et quand je l'ai lue, elle m'a profondément marqué, c'est celle-ci. Dans le cas des bons livres, il ne s'agit pas de voir combien d'entre eux vous pouvez lire, mais plutôt combien peuvent vous toucher. C'est absolument génial parce que ça pose le prisme, la scission fondamentale entre d'un côté ce domaine qu'on a appelé lecture rapide, qui a été dénoncé par Milgram, et je vous invite à revoir cette vidéo qui fait à la fois un état des lieux scientifique des techniques de lecture rapide et qui dément surtout toute une industrie qui s'est fait énormément d'argent sur des logiques de vous allez pouvoir lire des livres de 100 pages en 30 minutes.
Au passage, même si en fait j'ai pas du tout envie de jouer ce jeu, mais je sais pas, il faudrait donner 100 pages d'Hegel à des gens qui font de la lecture rapide pour voir s'ils sont capables de lire 100 pages d'Hegel en 20 minutes et retranscrire parfaitement ce qui est dit. Il faut l'accepter que la lecture rapide a une logique intéressante en ce sens qu'elle vous permet d'aller vite. Mais permettre d'aller vite n'implique pas, ou en tout cas moi c'est ce que j'apprends en lecture intelligente, c'est que ce n'est pas parce que vous allez vite que vous devez aller vite tout le temps. Bien évidemment que non. Le principe fondamental de la lecture intelligente, c'est ok, on va apprendre les techniques de lecture rapide qui fonctionnent, celles qui vous permettent de lire plus rapidement, à environ 500 mots minutes selon la science, et qui va vous permettre de ne pas perdre en compréhension. Mais toute la beauté, à mon sens, de la lecture intelligente, c'est qu'elle ne va pas, comme un petit peu vous pourriez le faire si vous aviez une Ferrari, simplement vous dire, bah voilà, vous allez appuyer sur l'accélérateur tout le temps, quel que soit le livre, et que vous lisiez Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou que vous lisiez la critique de la faculté de juger de Kant, vous allez lire à 1000 mots par minute et vous allez lire la phénoménologie de l'esprit en 3 heures. Bien sûr que non. Ce que fait la lecture intelligente, c'est vous apprendre à rythmer votre méthode de lecture, votre approche d'un livre et votre rythme de lecture, votre vitesse de lecture parfois, en fonction de la difficulté du livre, en fonction de sa topologie, de sa complexité, de ce que vous voulez en chercher, de quels sont vos objectifs profonds, etc., etc. En ce sens, il y a, à mon sens, une difficulté et une scission fondamentale entre d'un côté qualité et quantité, c'est mon avis personnel, mais ce que développe cette logique-là et que moi j'adore, c'est que c'est une logique qui place l'importance de l'expérience de la lecture, la rencontre bilatérale avec un grand livre, au centre de la vie du lecteur. La logique n'est bien évidemment pas que vous accumuliez des pavés sans que vous ne viviez la vraie rencontre avec chacun d'eux. C'est ça qu'on va chercher en lecture intelligente, à savoir cette espèce de capacité à rencontrer chaque livre comme si c'était un moment très particulier, comme si c'était la profonde définition de la rencontre, un petit peu comme le livre de Kundera. Cette espèce d'explication où vous allez vous dire, ok, ce livre se développe comme ça, voici son auteur, voici ce que moi j'aimerais y trouver, voici comment j'aimerais que ça se déroule. Et on se lance avec intelligence, avec volonté de découvrir, de volonté de comprendre et volonté de vivre le plaisir de la rencontre. Et c'est ça qui est important, et c'est l'importance fondamentale de la lecture profonde, la vraie expérience de lecture, pas simplement le « ok, j'ai balayé ça, hop là, j'ai lu et je repose ». Ça, on s'en fout, et on s'en fout à vie. L'idée n'est jamais d'accumuler les connaissances n'ont de valeur que lorsqu'elles sont la traduction d'un plaisir de lire, d'une capacité d'apprendre, de comprendre, de critiquer et de vous remettre en question. C'est ça qu'on va chercher en lecture intelligente, c'est ça qui m'anime moi dans ma vie et j'espère en tout cas dans mes cours, et c'est ça que je voudrais toujours défendre, et cette citation en est la parfaite explication. Encore un autre bijou de Mark Twain, celle-là je l'adore parce qu'elle est assez marrante et aujourd'hui elle fait écho à tous les gens qui s'abreuvent de développement personnel sans avoir le recul ni la capacité de lecture qui leur permet finalement de mettre en pratique efficacement ce qu'on leur enseigne. C'est celle-ci. Soyez prudent lorsque vous lisez des livres sur la santé. Un jour ou l'autre, vous mourrez d'une erreur d'impression. Ce qui est génial, c'est qu'il y a cette logique déjà à l'époque de Twain de scepticisme envers l'information, de capacité à trouver du recul face au livre, face à ce que je vous mentionnais tout à l'heure, du poids du symbole du livre. Ça, c'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui. Combien de fois je me suis tapé des daubes où en fait, je me suis un peu à la Descartes dans le panier de pommes, et j'ai mis des pommes qui étaient un peu pourries, des connaissances qui n'étaient pas sourcées, qui n'étaient pas bien expliquées, et qui ensuite m'ont fait perdre des heures à essayer d'argumenter dans un truc que je ne comprenais pas, etc. Ce que fait Twain ici, c'est cette idée selon laquelle le lecteur ne doit pas être faible, ne doit pas être en position minoritaire face à l'auteur sous prétexte que celui-ci a écrit un livre. Jamais, et c'est ce qu'on apprend aussi en lecture intelligente, c'est ce côté de « je suis un petit peu maître et propriétaire de la nature », pour reprendre une grande phrase, d'ailleurs une phrase de Bacon, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'elle est de Descartes, mais c'est l'idée selon laquelle
Il est important de critiquer. Il est toujours important d'avoir une lecture dite analytique, une vraie lecture qui va permettre de confronter les idées qui sont exposées par l'auteur, de les mettre en relation avec d'autres livres et de toujours mettre en dérision le dogmatisme. C'est un principe absolument fondamental, encore plus aujourd'hui, si vous lisez du Edward Bernays, si vous lisez évidemment du Foucault, si vous lisez sur Marshall McLuhan, par exemple, sur la beauté de la construction du système d'information et des médias de nos jours. C'est absolument important d'avoir tout le temps en tant que lecteur une capacité de recul sur ce que vous lisez, parce que c'est comme ça que vous allez d'ailleurs mieux pénétrer dans ce que vous décrit le livre, et c'est que comme ça que vous allez pouvoir intégrer les connaissances en vous, les intégrer dans un système de pensée, et que, je le dis, que vous les retiendrez, que vous vous permettrez de les utiliser vraiment et de les rendre pratiques dans votre vie, et que donc, effectivement, les livres de connaissances, les livres notamment de développement personnel, trouveront une vraie utilité, une vraie applicabilité. C'est ça qui est important. Maintenant, je veux finir. Je suis désolé, vraiment, c'est l'apothéose. Vous allez vous dire, là, il est parti un peu loin, le Tommy. Mais c'est vrai, et c'est surtout que j'aime tellement ce philosophe que je suis obligé de vous lâcher cette bombe atomique. Alors accrochez-vous parce qu'elle fait un peu mal, mais mon Dieu, je pourrais l'avoir comme mon épitaphe. Franchement, sachant que... Bon bref, attendez, je vais vous la dire, comme ça on va partir. Alors accrochez-vous. Hein. Les frontières d'un livre ne sont jamais nettes. Au-delà du titre, des premières lignes et du dernier point, au-delà de sa configuration interne et de sa forme autonome, il est pris dans un système de référence à d'autres livres, d'autres textes, d'autres phrases. C'est un nœud dans un réseau. Mesdames et messieurs, Michel Foucault dans l'archéologie du savoir. Oh là 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 là. Ça franchement... Alors c'est dommage parce que je pourrais y passer des heures. Mais bon, déjà c'est Foucault, c'est la plume de Foucault, c'est profond, c'est conceptuel, mais Dieu que c'est visuel. Pourquoi est-ce que je vous décris ça ? Eh bien tout simplement parce qu'à mon sens, c'est la meilleure enfin c'est pas la meilleure manière, mais c'est une très très belle introduction à ce que j'essaye de développer sur cette chaîne, dans mes cours, dans mes formations, etc. Mais c'est le concept que je travaille de manière le plus profonde ces 3 dernières années, c'est l'idée selon laquelle il faut apprendre à construire vos lectures comme un réseau neuronal, comme un ensemble de choses qui communiquent entre elles. Trop souvent, beaucoup trop souvent, mais Dieu sait que je le pardonne parce que moi-même c'est aussi une erreur que je fais, c'est cette tendance qu'a le lecteur à voir le livre comme un objet de consommation. Comme un objet où, ok, je vais lire celui-ci, A à Z, allez, pof, je repose, lui c'est lu, j'y retournerai pas, j'en prends un suivant. Et un petit peu comme un travail à la chaîne, comme un petit Charlie Chaplin qu'on va voir dans beaucoup de ses films. Ça, c'est à mon sens pas la lecture. En tout cas, c'est pas la lecture que moi j'appelle intelligente, à savoir cette logique de vouloir faire de nos lectures quelque chose de plus gros que la somme des livres qu'on a lus. D'avoir cette dimension un petit peu holistique et cette dimension où on va bâtir quelque chose, parce que oui, mesdames et messieurs, je vous le dis et je le répète à chaque fois à mes élèves qui parfois ont du mal à avancer ou parfois c'est un petit peu difficile d'appliquer les trucs, c'est beau ce que vous faites. Enfin, c'est magnifique la lecture, c'est magnifique la curiosité que vous avez, l'envie que vous avez chaque jour, chaque semaine d'y retourner, d'aller vous confronter face à des grandes têtes, face à des grands esprits, face à des contradictions. Aimez-vous pour ça et acceptez que vous faites déjà construction, vous construisez déjà quelque chose en vous, un vrai projet de fond. Et ce que dit Foucault, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a l'espèce de complexité inhérente dans les livres, dans les textes que vous lisez, et tous ces textes que parfois vous lisez un par un, qui parfois vous mettent dans des situations ombragées, un petit peu perdues, un petit peu isolées. En fait, vous bâtissez quelque chose profondément interconnecté. C'est ça qui est beau. Les livres parlent entre eux, les livres communiquent entre eux à l'intérieur de votre esprit, mais il faut que vous ayez les concepts, les méthodes, les logiques qui vous permettent de décanter tout ça, de les mettre à plat, de les visualiser mentalement, de vous en rendre compte pendant que vous lisez pour en faire un processus volontaire, un processus
pas téléologique, mais un vrai processus dans lequel vous savez que vous êtes lancé. C'est ça qui est important. Et à mon sens, cette bonne manifestation, elle se traduit par la manière dont vous avez construit votre bibliothèque, typiquement. Une bonne bibliothèque, un bon plan de lecture, si vous regardez vos lectures précédentes, vos 10-15 lectures précédentes, souvent chez les bons lecteurs, il y a une cohérence. Il y a cette espèce de notion de création, de parcours, de chemin, de randonnée, moi que j'aime bien prendre sur la chaîne, à chaque fois je vous le dis. Mais la création de moi, ce que j'appelle dans mes cours un plan de lecture, c'est un truc absolument fondamental. Apporter de la cohérence à votre esprit. Commencez par des livres introductifs si vous ne connaissez pas le domaine. Ensuite, essayez de comprendre et d'aller un peu plus sur des visions panoramiques. Ensuite, essayez de plonger sur certains concepts, sur ceux qui vous intéressent le plus, sur les concepts les plus, sur les outils de cette pensée qui sont les plus, qui ont le don d'ubiquité, qui permettent d'en comprendre davantage. Tout ça, c'est bien une logique qui s'instaure, une chronologie inhérente à vos choix de lecture qui doivent témoigner d'une réflexion et qui doivent, d'une certaine manière, vous permettre de naviguer facilement, rapidement dans un nouveau champ de connaissances, que ce soit de la philosophie, de l'histoire, des romans. Ça s'applique partout. C'est l'art de se donner des directions intelligentes, l'art de cultiver un plaisir d'une lecture et de lecture qui bâtissent en vous un savoir, une manière de voir le monde, une manière d'être citoyen. Tant de choses qui sont absolument magnifiques, mais que parfois on a tendance à minimiser malheureusement aujourd'hui de nos jours. C'est triste, mais il faut en être conscient. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que la phrase de Foucault que je viens de vous donner pour expliquer ça. Je suis en train de perdre mes mots parce que cette phrase, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous ai déjà beaucoup parlé, comme à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces citations vous ont plu. Et je vous dis évidemment au revoir.